La grande interview d'Ecorama, aujourd'hui c'est avec Patrice Gautry, chef économiste de l'UBP, l'Union bancaire privée. Bonjour Patrice. Bonjour. On va parler de l'économie américaine, toujours très résiliente, très dynamique, même avec ce chiffre de croissance, 2,8% au troisième trimestre. On n'est pas en train finalement de faire mieux que le soft landing. Est-ce que tous les indicateurs sont au vert selon vous aux États-Unis, Patrice ? Alors, on fait effectivement mieux que le scénario de soft landing, puisqu'on est plutôt maintenant dans un scénario, enfin sur les derniers trimestres, on est dans un scénario de no landing, c'est-à-dire en fait, il n'y a pas véritablement de ralentissement. Alors, est-ce que c'est mieux qu'attendu? Et en fait, quand on regarde le détail, là, la situation est un petit peu plus complexe. On l'a vu d'ailleurs avec les chiffres de croissance. On voit bien que la consommation a été là. Ça a été dû effectivement à une accélération très forte dans les biens achetés par les ménages, alors que les services sont sur une tendance qui était positive, mais qui était régulière. Si on regarde simplement les achats des biens manufacturés, il y a 2 trimestres, on était quasiment en négatif. Donc on voit qu'il y a beaucoup de volatilité. Quand on regarde d'autres secteurs, la contribution du commerce extérieur est négative. La baisse des stocks a une contribution négative. Certains éléments d'investissement, l'immobilier, sa contribution et la variation trimestrielle est négative et on a un ralentissement dans les dépenses de recherche et développement et des ralentissements aussi dans les dépenses qui étaient liées à l'infrastructure. Et l'infrastructure avait été boostée par le plan Biden, le fameux plan IRA. Donc en fait, on voit qu'il y a une dichotomie derrière en surface une économie qui est très résiliente. Eh bien en fait, quand on regarde, il y a un secteur des services qui est certainement un petit peu trop chaud, un peu trop fort, alors qu'un secteur manufacturier et un secteur de l'immobilier qui, lui, est certainement beaucoup trop faible, voire même, on le voit dans les indices de production industrielle, quasiment donc en situation donc de récession. Est-ce que ce n'est pas le ralentissement que demandait la Réserve fédérale finalement? Et est-ce que tout ne se passe pas comme prévu? C'est un ralentissement, mais ce n'est pas non plus une chute. Alors en fait, certains secteurs ne ralentissent pas, le secteur des services et la consommation ne ralentit pas. La volatilité est très forte sur les biens manufacturiers, on peut avoir une accélération comme une décélération à surveiller les prochains chiffres. Et dans le secteur manufacturier, on a plutôt donc une situation de récession. Donc en fait, on a une copie, ce que nous révèle d'ailleurs le Beige Book de la Fed, sur laquelle les décisions prochaines à venir de la Fed vont être basées, nous révèle effectivement une activité relevée par État ou par secteur qui est beaucoup plus contrastée que simplement les chiffres du PIB. Donc c'est un ralentissement qui se dessine, qui se met en place, mais avec une forte disparité entre des secteurs qui sont, je dirais, déjà en structure ou en évolution négative, alors que des secteurs, en fait, continuent de rebondir ou peuvent rebondir d'un trimestre sur l'autre. C'est plus difficile à gérer qu'une récession globale ou qu'un ralentissement global. Là, il y a beaucoup de disparités entre les secteurs, d'où effectivement la nécessité peut-être pour la Fed d'agir de façon très très pragmatique et très précautionneuse. Oui, plus difficile à gérer. Vous entendez ça comment? Elle va quand même baisser ses taux aux prochaines réunions, mais pas de gros mouvements? En fait, il n'est pas le paradoxe pour la Fed, comme pour le prochain président, c'est qu'en définitive, l'économie se tient relativement bien et donc, grosso modo, à la limite, il n'y aurait pas besoin de baisser et de baisser agressivement les taux d'intérêt directeurs. Alors, comme je disais, il y a quand même des secteurs en récession, le secteur immobilier, le secteur manufacturier, et là, pour relancer l'investissement, tant du côté des entreprises que du côté de l'immobilier, eh bien, on voit bien que la contrainte monétaire doit être recalibrée. Alors, recalibrer, ça veut dire qu'on va baisser graduellement les taux. Donc, on ne baissera pas à 50 points de base. On peut continuer à 25 points de base parce que la Fed est entrée maintenant dans une opération de gestion des risques, c'est-à-dire elle ne veut surtout pas avoir un effondrement du marché de l'emploi. Là aussi, on a eu des statistiques cette semaine qui étaient contrastées. Certains marquaient la poursuite du ralentissement alors que d'autres montraient qu'il y avait encore un dynamisme de l'emploi, notamment dans les services et dans les grandes entreprises. Donc, ça veut dire que la Fed va baisser, mais elle va baisser que de 25 points de base et elle pourrait, peut-être en décembre ou peut-être en janvier, eh bien, se passer d'une baisse de taux et surtout ne pas aller aussi bas que ce qu'attendaient les marchés monétaires à un certain moment parce qu'il n'est pas nécessaire de baisser les taux d'intérêt directeurs en dessous du taux neutre puisque l'activité se tient suffisamment bien. Oui, mais est-ce que l'inflation sera encore un sujet d'ailleurs l'année prochaine? Les 2% Alors, seront atteints? l'inflation va être un sujet à 2 titres. Le premier point, c'est que en fait, les indices d'inflation vont continuer, notamment les indices cœur, vont continuer à ralentir jusqu'au premier trimestre
on a des effets de base, et puis on a eu la chance effectivement d'avoir une composante énergétique qui accélérait la désinflation. Après le premier trimestre, les effets de base vont disparaître, ce qui veut dire qu'après le premier trimestre et après notamment quand on se projette sur le second semestre 2025, là, on peut avoir une inflation qui est beaucoup plus résistante, qui évolue autour de 2,5 et qui passe pas en dessous de 2%, ce qui veut dire que la copie sera un petit peu plus difficile pour la Fed. Donc, une inflation qui continue à baisser jusqu'en début d'année prochaine, environ le premier trimestre, et puis après, c'est une inflation qui se stabilise, voire même qui rebondit un peu, et puis tout dépendra, bien entendu, de l'amplitude de la relance budgétaire, s'il y en a une fois que la nouvelle administration sera en place aux États-Unis. Oui, c'est vrai, évidemment, et du candidat qui sera élu à partir de la semaine prochaine. Pas d'inquiétude sur le déficit public, d'ailleurs, qui en ce moment est plutôt autour de 6-7%, mais qui pourrait peut-être encore s'aggraver selon justement la politique qui est mise en place. Alors, toutes les projections, quand on regarde, je dirais, quand on se projette avec soit c'est l'administration Trump et le Parti républicain qui gagne tous les sièges, démocrates, Sénat et Chambre des représentants, ou quand on se projette avec Madame Harris, avec là aussi une éventualité ou un scénario qui mettrait en avant donc, que les démocrates raflent tous les sièges, Chambre des représentants et Sénat, on arrive à peu près aux mêmes conclusions. Les relances budgétaires sont différentes, les secteurs ciblés sont différents, le résultat est le même. Entre 1 et 2 trillions de dollars sur 10 ans supplémentaires par rapport à la politique budgétaire, ce qui veut dire que par rapport à un déficit budgétaire qui évolue entre 6 et 7%, on risque, quelle que soit l'administration, d'évoluer entre 7 et 8%, et la dynamique de la dette est encore effectivement à la hausse. Alors par rapport justement à la Fed qui va se réunir la semaine prochaine, le fait que, vous l'avez dit, d'ici la mi-2025, on ne va pas revenir au taux neutre comme l'espéraient les marchés, mais finalement, ce n'est pas très grave parce qu'on voit que malgré une politique monétaire qui est encore restrictive et encore bien restrictive, les taux restent quand même très élevés aux États-Unis, l'économie américaine continue de se porter à merveille et le consommateur continue d'avoir de toute façon le moral. Oui, alors dans un premier temps, effectivement, c'est pour ça que la Fed se concentre, à mon avis, sur la gestion des risques, et les risques, ils sont sur le marché de l'emploi. Le risque serait que, effectivement, les entreprises, soient, je dirais, plus inquiètes de l'environnement, soit par des raisons de hausse de tarifs sur les droits de douane, ou bien entendu de hausse de tarifs liés à l'impôt. Donc ça, c'est à référence effectivement au plan Harris. Et là, on peut avoir, si le secteur manufacturier ne se stabilise pas, on peut avoir un problème effectivement d'évolution des bénéfices, d'évolution des chiffres d'affaires et de montée des coûts, puisque les salaires sont encore, même en ralentissement, mais sont encore sur une progression significative. Donc le risque, effectivement, qui peut poindre dans ce scénario, c'est que, en fait, il y a un ralentissement non désiré qui apparaisse par une remontée des coûts dans les entreprises qui les obligerait, en fait, à détruire de l'emploi. Et pour l'instant, on n'est pas dans ce scénario-là. Et ce que veut éviter la Fed, c'est justement d'éviter toute destruction d'emplois par exemple, remonter un choc extérieur ou une remontée des coûts. Et donc, c'est là où elle se justifie pour la poursuite de la baisse des taux. Le secteur immobilier, on le voit bien aussi, est quand même très, très dépendant. Il a été bien orienté à un moment, et puis après, la deuxième partie de l'année a été beaucoup plus difficile. Et là, on voit qu'il y a certainement la nécessité d'assouplir les contraintes monétaires. Quel prix du pétrole vous voyez là ces prochains mois, lors que ce soit Trump ou Harris? Est-ce que ça change quelque chose? Alors, pour l'instant, on a même la surprise fait de voir que les prix du pétrole sont plutôt stables, voire légèrement en baisse par rapport à la situation du Moyen-Orient. Donc, effectivement, se projeter avec la nouvelle administration, c'est poser la question, est-ce que la prochaine administration est capable, je dirais, de lancer un processus au moins de cessez-le-feu, peut-être effectivement de compromis sur la paix qui permettrait d'éviter effectivement la volatilité des prix du pétrole ou le risque d'un rebond à $100 le baril, comme ça avait pu être évoqué au début du conflit que l'on a observé. Donc pour l'instant, en fait, les perspectives de $100 sont très éloignées. On est plutôt avec un marché qui est plutôt offert. On a vu d'ailleurs offert, c'est-à-dire en fait avec des prix qui peuvent éventuellement baisser. On a vu l'Arabie Saoudite changer un petit peu, je dirais, de stratégie par rapport au maintien donc des prix, ce qui veut dire qu'on a plutôt une orientation favorable. Mais la prochaine administration aura effectivement dans sa liste de choses à faire à essayer de commencer à proposer un début de solution sur cette situation du Moyen-Orient pour éviter un choc
qui pourrait être un choc, effectivement, de retour à la hausse du prix du baril. Mais pour l'instant, ce n'est pas dans les scénarios centraux. Est-ce que le risque géopolitique peut revenir? Parce qu'en fait, malgré les développements au Moyen-Orient, en ce moment, il n'y a pas du tout de risque selon les investisseurs. Il est très ignoré, en tout cas, ce risque. Est-ce qu'il peut revenir? Et puis sur quels actifs? Sur le pétrole, justement, ou alors sur les taux? Comment ça peut évoluer? Alors, la résistance de l'économie américaine et les perspectives de baisse des taux à la fois de la Fed comme des autres banques centrales ont effectivement, je dirais, eu un impact positif par rapport à la liste des risques géopolitiques qui est extrêmement longue. De mémoire d'économiste, je n'ai jamais eu autant de risques géopolitiques. La guerre donc en Ukraine et la situation en Russie, le conflit au Moyen-Orient, les tensions du côté de Taïwan avec la Chine, et puis les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. Donc effectivement, il faudra que la prochaine administration, ça c'est presque la wish list, c'est-à-dire une liste pour Noël, travaille effectivement à essayer de réduire en fait ces risques géopolitiques parce que ça a un impact direct sur la confiance, sur le commerce mondial. On a vu avec effectivement la nécessité pour les opérateurs de se dérouter par rapport au canal de Suez et d'augmenter donc encore effectivement des coûts ou voire avoir des phénomènes de rupture d'approvisionnement. Donc on voit que la liste des risques géopolitiques, et puis en plus on a encore, je dirais, d'autres risques qui sont plus proches de nous. On a les élections allemandes, je dirais, l'an prochain, et puis une situation politique qui est parfois difficile dans certains pays européens, comme par exemple la France. Mais est-ce que ce n'est pas le moment aussi de regarder du côté des marchés émergents? Alors si on met aussi la Chine dedans, mais entre justement les États-Unis qui vont tellement bien que finalement il y a quand même aussi peut-être un risque de ralentissement. L'Europe qui de toute façon a du mal d'aller miser sur d'autres zones géographiques. Alors oui, il y a des diversificateurs, c'est-à-dire qu'en dehors des États-Unis, de sa technologie, vous avez des pays émergents. On pense à l'Inde notamment. L'Inde, c'est une histoire structurelle, c'est-à-dire on est parti effectivement pour un pays qui effectivement est en grande mutation, donc en fait qui joue de plus en plus de rôle d'ailleurs au niveau géopolitique, qui a plutôt bénéficié d'une situation géopolitique mondiale difficile et dont des réformes sont plutôt favorables au marché et favorables à la poursuite de l'expansion du secteur manufacturier et des secteurs des services. Alors l'Inde se paye très cher, donc là il faut être attentif et vigilant sur la façon d'opérer pour investir en Inde, mais par exemple l'Inde est effectivement un bon marché. Après vous avez aussi l'Asie. Même si on parle de l'Asie hors Chine, l'Asie et les pays de l'ASEAN sont une zone économique très dynamique, avec une demande intérieure, avec un marché, un commerce extérieur là aussi, mais régional, qui lui aussi est très dynamique. Donc c'est une zone de croissance l'an prochain, et effectivement, c'est plus peut-être des diversifications de portefeuille, mais ça peut être intéressant par rapport à l'alternative Chine et États-Unis. Et un mot peut-être de l'Europe, vous l'avez vu, on a évité de peu la récession pour l'Allemagne, mais combien de temps l'Allemagne va-t-elle mettre à redémarrer? Longtemps, malheureusement. Et là, on a évité le pire qui était effectivement d'avoir encore un trimestre en contraction. Par contre, on voit bien que l'économie domestique est plutôt mal en point, et c'est là effectivement où je dirais, se situe l'incertitude. Je l'ai mentionné, on va avoir des élections législatives donc l'an prochain, donc on va avoir un retour de débat, ce qui veut dire que c'est pas propre à des initiatives. Et malheureusement, tant pour les entreprises que pour les ménages, le risque est plutôt, je dirais, d'augmenter leur épargne plutôt que d'investir en attendant une nouvelle copie, soit budgétaire ou soit fiscale, à l'issue des élections. Donc l'Allemagne met du temps à sortir effectivement, à passer cette période de transition écologique, de transition climatique, de transition énergétique et de transition industrielle. Et effectivement, pour retrouver un leadership industriel de l'Allemagne comme elle le connaissait avant donc les années 2000 ou les années 2010, eh bien, ça va demander, à mon avis, plusieurs années. Donc, on reparlera de l'Allemagne, au moins en termes conjoncturels, peut-être horizon fin 2025, début 2026. Et le message d'investir, on n'attend pas grand-chose. Le message d'investissement public, il est passé de la part des autorités monétaires, notamment Christine Lagarde en a parlé il n'y a pas très longtemps, sans forcément citer l'Allemagne, mais elle était complètement visée. Il ne sera pas entendu dans ces élections législatives à venir. Les Allemands n'ont pas du tout ça en tête? Alors, les Allemands, effectivement, ont tellement en tête l'idée de la rigueur budgétaire. On a vu les fonds qui avaient été mobilisés pour le Covid n'ont pas pu être utilisés, balancés ou basculés sur une thématique climatique ou une thématique de nouvelles industries, ce qui est un petit peu dommage. Alors le constitutionnel, ça a été bloqué. Oui.
Alors on voit bien, en fait, je dirais la logique des pays européens, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, les pays y arrivent mieux à partir du moment où il y a une utilisation de fonds au niveau européen. Donc la carte européenne est intéressante parce que l'Europe et la Commission européenne a moins de contraintes d'action, a une liberté d'action avec certains plans d'ajustement. Et ces plans d'ajustement ont aidé, on l'a vu avec les pays périphériques, ont accéléré une certaine transition climatique et permis effectivement de les remettre à flot. Donc si l'Allemagne ne peut pas jouer par elle-même, et peut-être n'est-il pas souhaitable qu'elle joue simplement par elle-même, effectivement, peut-être qu'au niveau européen, il y a des choses à faire en matière d'accélération de changement climatique, mais aussi d'accélération dans les nouvelles technologies. Et là encore, l'Allemagne est un pays, effectivement, qui est en retard. Ça bouge, mais c'est encore en retard et il n'y a pas les effets macro qui sont liés, en fait, au premier mouvement qui semble se dessiner. Finalement, quel est le niveau de croissance potentielle en Europe? Il reste toujours très, très faible. Exactement, il est très faible. Le niveau de productivité est également très très faible. Pour l'Europe, on parle de quelque chose aux alentours de moins de 1%, 0,5, 0,7%, ce qui est très très faible. Et l'enjeu pour les prochaines années, pour l'Europe, par rapport aux États-Unis, qui font de la relance, par rapport à la Chine, qui fait de la relance, eh bien, effectivement, l'Europe, elle, va mettre du temps à sortir de cette transition. Il faudrait aussi que l'Europe fasse de la relance, mais de la relance ciblée et intelligente, c'est-à-dire, en fait, à poursuivre. C'est un peu l'histoire et l'idée qui préside au plan Draghi, même si effectivement politiquement il est un petit peu moins en odeur de sainteté, je dirais maintenant, mais on a vu l'efficacité de ces plans Recovery Fund. Et pour éviter d'avoir à se poser la question si la note de tel pays est dégradée ou pas, eh bien effectivement la carte européenne semblerait être intéressante à jouer dans un contexte de compétition mondiale qui est absolument féroce, les États-Unis et la Chine. Oui, évidemment, au niveau européen, certains pays sont beaucoup plus endettés que d'autres. Merci beaucoup, Patrice Gautry, pour cet éclairage venu donc de l'Union bancaire privée. Merci à vous, très belle journée. Merci à vous.